Bernard de Montréal, conférence de Québec, décembre 1982. Le thème est manipulation mentale. On s'interroge tout le temps à savoir si l'être humain qui cherche, l'être humain qui veut évoluer, l'être humain comme tout le monde, je n'ai pas dit l'homme, mais j'aime bien qu'on parle de l'être humain quand on parle de l'homme et de la femme, que l'être humain qui veut évoluer, on se demande tout le temps s'il n'est pas manipulé. Au plan matériel, on l'imagine qu'on est manipulé par la politique, l'économie et tout le reste. Mais au plan de l'esprit, est-ce que l'être humain n'est pas victime un peu de certains concepts spirituels? N'est-il pas aussi manipulé par des esprits, des pouvoirs occultes, des extraterrestres? On sait que la pensée humaine est une longueur d'onde qu'on peut analyser maintenant, qu'on peut même reproduire en laboratoire. Les ILF en sont l'exemple. Alors quand on pense à la manipulation mentale, on pense que c'est une chose qui est à la portée de tous, physiquement, matériel, terrestre, et aussi à la portée de tous sur d'autres niveaux. Y a-t-il véritablement manipulation mentale? Le phénomène de manipulation, la question concernant si l'homme est manipulé ou non, c'est un phénomène qui est très grave. L'être humain est un être qui ne se connaît pas. L'homme, aujourd'hui, même avec sa science, est encore un mystère à lui-même. Et les connaissances que possède l'homme, que possède l'humanité, les concepts philosophiques, théologiques, même les concepts psychologiques que possède l'homme aujourd'hui, sont des concepts qui relèvent d'une catégorie d'intelligence. Et l'homme est sur le point de découvrir que dans l'avenir de sa race, comme dans le passé de sa race, il y a des évolutions et des mutations nécessaires pour la compréhension de certains aspects plus occultes, autrement dit plus scientifiques de sa réalité. Et l'homme aujourd'hui, l'homme moderne, prenons l'homme moderne, il fonctionne en raison de ce qu'il a appris. Il fonctionne en raison de sa mémoire. Sa mémoire, elle est accumulative et elle est historique. Et elle est conditionnée par l'histoire. Et à l'intérieur du conditionnement historique, il y a encore de la vieille mémoire qui s'accumule. Donc, l'homme, aujourd'hui, au XXe siècle, est un être qui vit de mémoire. Donc, qui vit de concepts, donc, qui vit d'idées, donc, qui vit d'une manipulation, mais dont il n'est pas conscient parce qu'il a la ferme impression que les idées viennent de son cerveau. Et le fait que l'homme a l'impression que les idées viennent de son cerveau, le fait que l'homme a l'impression d'avoir un libre arbitre qui coïncide avec sa nature psychologique, ceci lui permet de vivre sur le plan matériel à l'intérieur d'une enveloppe, c'est-à-dire à l'intérieur d'une conscience subjective qui lui sied assez bien, qui lui donne l'impression d'être lui-même en contrôle de ses idées, de ses pensées, de sa vie, de ses émotions, ainsi de suite. Mais ceci est un très, très grand danger, pour deux raisons. Parce que si nous regardons le phénomène humain du point de vue psychologique, du point de vue subjectif, du point de vue mental inférieur, du point de vue de la pensée qui pense, du point de vue de l'homme qui pense, tout ce qu'il peut créer à l'intérieur de cette sphère, automatiquement, lui donne l'impression que le matériel qui est libéré par son cerveau est un matériel qui lui appartient.
Si la pensée, elle est hautement spirituelle, il a l'impression qu'il est hautement spirituel. Si la pensée est très négative, il a l'impression d'être un être négatif. Mais l'homme ne réalise pas qu'il est fait de plusieurs étages. L'homme n'est pas un être matériel. Il a l'impression d'être un être matériel parce que ses sens lui rapportent constamment de l'information à partir du monde matériel. Mais l'homme n'est pas un être matériel. L'homme est un être spirituel, autrement dit, l'homme existe, il est sur un autre plan. Mais sa réalité sur un autre plan se superimpose sur une réalité matérielle qui est son corps physique. Mais lui a l'impression que sa réalité, elle est sur le plan matériel. Et c'est très difficile pour l'homme de se dissocier, c'est-à-dire de vivre sa réalité sur un autre plan, et à la fois de la vivre sur le plan matériel parce que ses sens sont trop actifs. C'est seulement dans la nuit, lorsqu'il dort, qu'il peut aller sur un autre plan que l'homme appelle le plan du rêve ou que certains ésotéristes appellent le plan astral. Mais le jour, il revient dans la matière et il perd contact avec sa réalité subliminale. Et automatiquement, il a l'impression que sa réalité pensée, est le produit de lui-même, lorsqu'en fait, la réalité pensée de l'homme convient à une réalité qui se situe sur un autre plan, mais qui n'est pas parfaite. C'est-à-dire que ce qui crée le problème dans la conscience de la réalité chez l'homme, c'est qu'il n'y a pas de lien étroit, absolu, entre son autre état de conscience et sa conscience matérielle. Autrement dit, même le mot conscience matérielle n'est pas juste. Sa conscience subtile qui passe à travers ses sens et se manifeste. Et le manque d'accord est causé par son émotionnel, sa nature émotive. Si l'homme était désengagé de sa nature émotive qui alourdit son intelligence, il verrait automatiquement que son intelligence est autre que celle qu'il connaît d'habitude. Donc, l'homme prendrait conscience d'un autre niveau d'intelligence, d'un autre état d'intelligence, et à ce moment-là, il pourrait commencer à réaliser et à comprendre le mystère de l'homme ou le mystère des forces dans l'invisible où il se situe, forces qui dominent l'évolution soit astrale de l'homme ou mentale de l'homme. Donc, l'homme ne serait plus prisonnier de l'illusion d'être, il serait, c'est-à-dire qu'il serait intelligent, c'est-à-dire qu'il aurait conscience de son intelligence au-delà de la mémoire qui est la fondation de son intellect. L'homme aujourd'hui, à quelque niveau de science qu'il soit en psychologie ou dans les sciences pures ou dans quelque domaine que ce soit, travaille toujours avec de la mémoire. S'il ne travaille pas avec de la mémoire, il ne peut pas utiliser le matériel qui lui vient à l'esprit, donc il le met de côté. S'il travaille avec la mémoire et qu'il développe cette mémoire, il a un très grand appétit pour cette mémoire, donc il peut développer un très grand intellect. Mais les grands hommes, les hommes qui ont beaucoup cultivé l'intelligence et qui ont cherché dans le domaine de l'esprit, savent de par expérience que la connaissance ne vient pas de l'intellect, que l'intellect n'est que l'organisation psychologique de la connaissance, mais que la connaissance elle-même est une énergie qui vient d'un autre plan de l'homme et qui descend et qui passe à travers son cerveau, qui rend ce cerveau fonctionnel, si vous voulez, et qui permet à l'homme sur le plan matériel de se réaliser en tant qu'être plus ou moins intelligent. Mais le problème de la manipulation de l'homme, le problème des influences de l'homme, qui est un problème que nous allons découvrir dans les quelques prochaines années, est très grave pour une autre raison. C'est que les hommes, dans le passé, ont utilisé leur mémoire à toutes les sauces.
Ils ont utilisé la mémoire spirituelle pour le développement spirituel. Ils ont utilisé la mémoire philosophique pour le développement de la philosophie. Ils ont utilisé la mémoire scientifique pour le développement de la science. Mais ils n'ont jamais réalisé qu'il y a des êtres comme eux, qui ne sont pas sur le plan matériel, qui sont morts, et qui, à l'intérieur de leur monde, ont le pouvoir de manipuler l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est très, très fragile et il est manipulable. L'esprit de l'homme peut être donné une impulsion. Et cette impulsion devient dans son cerveau une pensée, et cette pensée devient pour lui, s'il est ignorant de cette réalité, une convention, une mémoire, un concept, une idée, qu'il croit être la sienne, lorsqu'en fait, elle n'est pas la sienne. Maintenant, quand la pensée de l'homme est-elle la sienne et quand ne l'est-elle pas? La question, elle est là. La pensée de l'homme, elle est la sienne quand il est capable, lui-même, par lui-même, sans l'aide de sa mémoire, sans l'opinion d'une autre personne, sans aucune influence extérieure historique, de détruire cette pensée ou de la garder s'il le veut. Autrement dit, si on me demandait qu'est-ce que c'est de l'intelligence, je dirais que de l'intelligence, c'est une énergie qui, une fois qu'elle pénètre dans le cerveau, est décodée. Et une fois qu'elle est décodée, elle devient de la connaissance. Et une fois qu'elle est devenue connaissance, l'homme se l'apprivoise. L'homme l'apprend pour lui-même à cause de son ego. Si l'homme était conscient de ce jeu, il réaliserait que l'intelligence est un principe d'énergie qui entre dans le cerveau humain et que l'homme, à cause de son esprit, parce que l'homme a un esprit, l'homme, à cause de son esprit évolué, peut voir si cette énergie qui entre dans son cerveau, elle est créative ou si elle est destructive. Pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. L'homme s'est trop occupé pendant trop longtemps à la dualité de la connaissance, au bon ou au mauvais, à cause de son émotion. Si l'homme était dans le mental, il ne serait pas inquiété par le mauvais ou le bon. Il serait inquiété par la destruction ou la création dans le mental. Si un homme est créatif dans le mental, automatiquement, ce qu'il fera sera bon. S'il est destructif dans le mental, ce qu'il fera sera, sur le plan émotionnel, mauvais. Mais lui, en tant qu'être, ne serait pas assujetti à la condition émotionnelle de juger si ce qu'il fait ou si ce qu'il pense est bon ou mauvais parce qu'il serait dans l'intelligence. C'est-à-dire qu'il pourrait décoder la nature même de l'énergie qui entre dans son cerveau. Et à ce moment-là, il serait totalement centrique. Et à ce moment-là, il pourrait prendre sur lui-même la responsabilité de l'action ou de la pensée, mais il saurait que cette pensée ou que cette action dérive d'une nature supérieure à son ego, c'est-à-dire d'une nature qui fait partie de son universalité, au lieu d'un aspect qui ne fait que partie de sa conscience planétaire. Donc, l'homme ne fonctionnerait pas au niveau de la mémoire, il fonctionnerait au niveau de l'instantanéité de cette intelligence à travers son cerveau, qui peut être très vaste, donc qui pourrait lui apporter une mémoire très vaste, donc une mémoire cosmique. Pourquoi l'être humain n'est-il pas capable justement d'opérer de cette façon-là avec son esprit? Parce qu'on ne lui a jamais dit. L'homme n'a jamais été instruit dans la nature de son âme, dans la nature de son esprit. On a parlé de l'âme pendant longtemps, on a parlé de l'esprit pendant longtemps, on a parlé de l'intelligence pendant longtemps, de la volonté, de l'amour, mais on n'a jamais expliqué les lois de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence, de l'amour, de la volonté. Et pourquoi? Parce qu'on ne le savait pas. Pour parler de quelque chose, il faut le savoir. Et pour le savoir, il faut être informé. Et pour être informé, il faut pouvoir décoder l'énergie de l'intelligence afin que l'homme, sur le plan matériel, soit informé. C'est ça la science du mental. Si l'homme n'est pas capable de décoder instantanément ce qui passe dans son cerveau et qu'il se sert de ce qui passe dans son cerveau sans le décoder, il sera assujetti automatiquement à des pensées qui ne font pas nécessairement partie de l'intelligence, mais qui font partie d'autres intelligences que la sienne, ou qui font partie de sa mémoire.
Donc, l'homme sera obligé pendant des siècles et des millénaires de tourner en rond et d'édifier petit à petit des écoles, des structures, des cultures, des civilisations, toujours selon un principe très, très ancien qui est la mémoire. Et qu'est-ce que c'est la mémoire de l'homme? C'est l'âme. Vous voulez dire presque que chaque être humain doit se fier à lui-même, vérifier lui-même. Chaque être humain doit être maître de ce qu'il sait. Si un être humain est maître de ce qu'il sait, c'est-à-dire si un être humain est dans la maîtrise de ce qu'il sait, c'est-à-dire si un être humain est capable de savoir, automatiquement, il a contact universel, télépathique avec d'autres êtres humains qui sont dans la même vibration. Il n'y a pas de division dans le mental supérieur de l'homme. Il y a de la division sur le plan mental inférieur. Il y a de la division où il y a de la mémoire. Parce que là où il y a de la mémoire, il y a de l'émotion. Mais là où il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire. Et là où il n'y a pas de mémoire subjective, il n'y a que de l'instantanéité, c'est-à-dire une énergie qui passe et qui nourrit le mental humain, une énergie qui est déjà universelle, qui est en dehors de la mémoire planétaire. Et automatiquement, les hommes qui surgissent et qui vivent de cette même énergie ont une conscience universelle. Donc, ils se comprennent. Parce que l'infinité de l'intelligence peut se subdiviser dans une multitude d'individus sans qu'il n'y ait jamais de contradiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion dans l'intelligence, mais il y a beaucoup d'émotion dans la connaissance. Et l'homme a toujours vécu de connaissance, il n'a jamais vécu d'intelligence. Nous parlons d'intelligence dans le monde occidental ou dans le monde oriental parce que nous avons une idée de la façon dont se manifeste l'intelligence à travers des formes que nous appelons la connaissance, mais nous ne savons pas ce qu'est de l'intelligence. De la même façon dont nous ne savons pas ce qu'est le magnétisme, nous ne savons pas ce qu'est le feu. Pour savoir ce qu'est le feu, il faut être en contact avec l'énergie de l'intelligence qui peut nous expliquer ce qu'est le feu, ce qu'est le magnétisme, ce qu'est la planète, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est l'astral, ce qu'est le mental, ce qu'est le physique, l'éthérique, l'âme, la mémoire, l'esprit. Alors, il ne s'agit pas pour l'homme simplement de se servir de mots qui ont été donnés à lui intuitivement ou qui ont été soufflés dans son esprit pendant l'évolution, parce que l'homme arrive dans une période d'évolution où, à cause de la mutation et à cause du réajustement des forces telluriques dans le monde, sera obligé éventuellement d'aller chercher dans sa vie le droit à sa connaissance. Et sa connaissance, c'est celle qui vient de son savoir. Et son savoir, c'est celui qui découle de la codification ou de la décodification instantanée de l'intelligence qui passe à travers son cerveau. L'homme doit devenir un mutant. Et tant que l'homme ne sera pas un mutant, c'est-à-dire que tant que l'homme n'aura pas passé d'un stage d'évolution, qui est celui de la 5e race aujourd'hui, à un autre stage d'évolution qui sera celui de la 6e, l'homme ne pourra pas comprendre les mystères de la vie, il ne pourra pas comprendre son propre mystère, et s'il ne comprend pas son propre mystère, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour s'en servir contre lui. Et quand je dis quelqu'un d'autre, je ne parle pas nécessairement des hommes. Je parle de forces qui sont dans le cosmos et qui font partie de la structure psychique de l'homme, dont l'âme. L'âme, c'est la force la plus grande de l'homme parce que l'âme, c'est sa mémoire. C'est très beau de parler de l'âme et parler de l'âme et parler de l'âme et chercher à sauver son âme. Mais il ne s'agit pas pour l'homme de sauver son âme. Il s'agit pour l'homme d'en arriver à ne plus vivre de la mémoire de l'âme. Et quand il ne vivra plus de la mémoire de l'âme, il vivra simplement de l'intelligence qui est au-dessus de l'âme, c'est-à-dire qu'il vivra en fonction de son esprit qui est au-dessus de l'âme, parce que l'âme est planétaire. Lorsque, en fait, l'esprit est cosmique, l'homme doit devenir cosmique au lieu de planétaire. Pouvez-vous expliquer la phrase du Christ qui disait « Si l'homme ne renaît de l'eau et de l'esprit, il n'atteindra au royaume du ciel ». Que voulait-il dire? Naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, symboliquement, c'est l'esprit, c'est la conscience. L'esprit, l'homme doit naître de l'esprit, c'est-à-dire que l'homme doit être dans son esprit. Si l'homme est dans son esprit, il connaît les mystères de la vie, il connaît les mystères de la mort. Il peut aller dans le monde de la mort comme il peut trafiquer dans le monde de la vie. Il n'est plus lié aux lois planétaires. Il est automatiquement initié aux lois de l'énergie. Et tant que l'homme ne sera pas initié aux lois de l'énergie, il ne pourra pas se servir de l'énergie par son mental. Et il ne pourra pas transmuter la matière. Donc, il sera un esclave aux forces planétaires, il sera un esclave à la mémoire, il sera obligé de construire des civilisations au lieu de les créer. Et l'homme doit un jour créer les civilisations, non pas les construire. Mais il y a une différence entre construire une civilisation et créer une civilisation. On construit une civilisation en se servant des vieux torchons qu'on a accumulés pendant des siècles. C'est ça une civilisation construite.
Mais lorsque nous créons une civilisation, nous partons d'un matériel neuf qui n'a jamais été souillé par les siècles, qui n'a jamais été sous-tendu par l'expérience humaine, qui n'est pas catalysé par l'expérience astrale de l'homme, donc qui n'est pas maintenu en réserve, en mémoire, en état de statu quo par l'âme. Donc l'homme est libre. Et quand l'homme est libre, ça veut dire qu'il est capable de saisir instantanément l'énergie qui passe dans son mental, de transmuter cette énergie-là et de l'appliquer au niveau de son principe vital, de son principe astral, de son principe mental inférieur ou de son principe mental supérieur qu'il pourra utiliser une fois qu'il aura accès à l'éthérique. Ça fait beaucoup de points de soulever, là, Bernard. Il y a un point. Quand vous dites l'homme est victime de son émotion, mais quand je regarde l'évolution, les plantes n'ont pas d'émotion, les animaux n'ont pas d'émotion, mais l'homme, l'être humain, évolué, a de l'émotion, et vous semblez dire qu'il faut bannir l'émotion. Non. Quand je parle d'émotion, on pense toujours que je veux dire qu'il faut bannir l'émotion. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que l'homme, quand vous avez un bobo sur le plan matériel, vous allez voir un médecin. Quand le corps éthérique est malade, vous allez voir. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui aller voir un médecin, mais un jour, peut-être, vous pourrez aller voir un médecin. Sur le plan astral, c'est la même chose. Si vous avez un mal dans le corps astral, vous allez voir un psychologue. Si vous avez un mal dans le corps mental, mais aussi vous allez voir un psychologue. Autrement dit, si un des corps subtils de l'homme est malade, est affecté, l'homme doit le guérir. Alors, il y a dans l'homme des émotions qui sont bonnes, qui sont génératives, et il y a des émotions dans l'homme qui ne sont pas bonnes et qui sont destructives. Comme il y a dans l'homme des pensées qui sont créatives, comme il y a des pensées qui sont destructives. Mais pour l'homme, les émotions, pour l'homme, les émotions sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes, pourquoi? Parce qu'elles font vibrer son corps astral. Et l'homme ne réalise pas jusqu'à quel point il perd énormément d'énergie mentale à cause d'un surplus d'énergie émotive qu'il perd. L'énergie émotionnelle, les émotions, comme vous les appelez, ce sont des vibrations dans le corps astral qui sont très bonnes quand elles servent à construire un pont entre le mental et le corps émotionnel de l'homme. Mais si les émotions retardent l'évolution de l'intelligence dans l'homme, ces émotions-là ne sont plus bonnes. Et c'est le problème de l'homme. L'homme a beaucoup d'émotions aujourd'hui qui retardent le développement de son intelligence. Donc, ces émotions sont négatives, elles naissent de l'ignorance, elles naissent de l'insécurité de l'ego, elles naissent de l'incapacité mentale de l'ego, elles naissent du manque de centricité chez l'homme, elles naissent d'une incapacité dans l'homme d'être intelligent dans son action. Donc, n'étant pas intelligent dans son action, il souffre dans la contraction de cette intelligence, donc il souffre dans son émotion, et sa vie sur le plan matériel est une souffrance. Alors, quand je parle d'émotions, je ne veux pas dire que toutes les émotions ne sont pas bonnes. Je dis qu'il y a des émotions dans l'homme qui ne sont pas bonnes, comme il y a des pensées dans l'homme qui ne sont pas bonnes. Et l'homme doit un jour prendre conscience de ses émotions, comme il doit prendre conscience de ses pensées qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire qui ne sont pas créatives, et les voir à travers et éventuellement les éliminer. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y aura toujours des forces dans l'homme qui voudront qu'il conserve ses émotions et ses pensées. Et ces forces sont les forces astrales. Et c'est là que le phénomène de la manipulation commence. Parce que les forces qui sont dans l'astral ont avantage à ce que l'homme vive des émotions négatives ou des pensées négatives. Parce que ces forces se nourrissent de ceci. Mais lorsque l'homme est en contact avec un autre plan, un plan qui est lumineux, un plan qui est dans le mental, un plan d'intelligence, ces forces ne travaillent pas contre l'homme, elles travaillent avec l'homme et elles lui montrent le jeu de ses émotions négatives, de ses pensées négatives, et elles lui font comprendre comment et pourquoi il vit ces forces et comment il peut les éliminer de sa vie. Pouvez-vous me situer ce qu'est l'astral et qu'est-ce qu'il y a dans l'astral? Si vous me demandez qu'est-ce que c'est le corps émotionnel de l'homme, je suis obligé de vous dire, le corps émotionnel de l'homme, c'est une enveloppe d'énergie qui se situe ici, mais qui s'irradie autour du corps matériel, et que la vibration de ce corps-là, son énergie, elle a une coïncidence
avec un monde qui lui est parallèle. Vous, vous avez un corps matériel, vous avez coïncidence avec un monde qui est matériel. Alors, le corps, le double éthérique, le vital, c'est la même chose. Il a une coïncidence avec avec le monde éthérique. Le corps émotionnel de l'homme a une coïncidence avec le plan astral, comme le plan mental de l'homme a une coïncidence avec le plan mental, comme le plan supérieur de l'homme a une coïncidence avec un autre plan supérieur. Donc, il y a concordance entre l'homme au niveau de ses centres d'énergie et des plans qui lui sont aujourd'hui invisibles. C'est pourquoi nous disons souvent, les ésotéristes vont dire, dans l'homme, vous étudiez l'homme et vous étudiez un microcosme et vous étudiez le macrocosme. Alors, le microcosme, c'est l'homme, autrement dit, ce sont tous les aspects subtils de l'homme à part sa matière. Et le macrocosme, ce sont les mondes qui, vibratoirement, sont en égalité, en échange, en coïncidence avec ces plans d'énergie qui font partie de l'homme. Donc, le soir, vous dormez, votre corps astral sort de votre corps matériel et vous allez dans le monde astral. Si vous êtes dans le mental, vous sortez par le mental et vous allez dans le plan mental. Au niveau du corps éthérique, c'est la même chose. Donc, l'astral, est-ce que c'est associé à l'imaginaire, à l'imagination? Ce n'est pas bon de dire que l'astral est associé à l'imaginaire. Il y a des gens, par exemple, dans les sciences, par exemple dans le domaine de la psychologie, qui ont tendance à interpréter le phénomène astral comme étant un phénomène imaginaire. Par exemple, dans le domaine de la psychologie, on va dire, bon, ben, une hallucination, c'est imaginaire. Ça ne veut rien dire, ça, que c'est imaginaire, une hallucination. Un type qui hallucine, il voit quelque chose, mais il voit quelque chose qui n'est pas réel en fonction du plan matériel, mais qui est réel en fonction du plan astral. Donc, c'est réel. Si les psychologues pouvaient comprendre que l'hallucination ou que tous les phénomènes psychosomatiques qui naissent de l'astral et qui interviennent un peu trop contre la nature normale de l'homme ou un corps astral balancé, ces gens-là pourraient comprendre que dans le phénomène de l'hallucination, par exemple, ou dans le phénomène de l'imaginaire, il y a énormément de réalité qui convient aux lois de ces mondes-là. C'est à nous, les hommes, de comprendre le monde imaginaire. C'est à nous, les hommes, de bien étudier, de bien discuter, de bien parler avec le monde imaginaire pour bien comprendre le roi. À ce moment-là, nous pourrons retrouver sur le plan matériel un équilibre dans notre psychologie et expliquer à des gens qui sont malades et qui souffrent de ce monde-là comment en sortir, sans passer nécessairement par une thérapie chimique, mais en passant par une thérapie qui naît de l'intelligence, autrement dit, qui est verbalisée par l'homme, conscient des lois de l'astral. Mais pour que l'homme soit conscient des lois de l'astral, il faut qu'il soit dans le mental. S'il n'est pas dans le mental, il ne peut pas être conscient des lois de l'astral parce qu'il faut être dans un plan supérieur pour comprendre un plan inférieur. Le plan le plus inférieur, est-ce que c'est le plan physique? Le plan le plus inférieur, c'est le plan physique, c'est le plus dense, oui. Au-dessus du plan physique, le plan supérieur au plan physique, c'est le plan... C'est le plan éthérique, où se situe le corps vital. Mais, si vous mourrez, qu'est-ce qui se produit quand vous mourrez? Votre corps matériel devient très, très rigide. Vous appelez ça le rigor mortis. Il y a quelque chose, il y a des forces vitales qui se retirent. Alors, ces forces-là, elles vont où? Elles vont sur un plan que les ésotéristes ont appelé le plan éthérique. C'est un plan vital qui n'est pas fini à son évolution, mais c'est un plan qui est réel, comme le plan matériel est réel. Et c'est la même chose pour le plan astral, c'est la même chose pour le plan mental. De ce plan éthérique, est-ce que c'est de là qu'on parle des apparitions de fantômes, des ectoplasmes? C'est juste. Il y a des êtres qui meurent et qui ne peuvent pas se reconstituer totalement en termes de mémoire. Donc, ils meurent sous un choc, et si nous regardons le phénomène de la mort tel qu'il se produit, nous voyons que dans le phénomène de la mort, il y a une séparation des plans subtils de l'homme. Alors, le corps mental s'en va sur son plan, le corps astral sur son plan, le double s'en va sur son plan. Mais souvent, ces êtres-là, pour une raison ou une autre, sont rattachés au plan matériel, et ils ont mémoire. Donc, ils ne sont pas capables de sortir de cette mémoire, de ce plan qui leur rappelle leur plan matériel, mais qui, en fait, n'est plus le plan matériel. Ils sont dans une sorte de très grande solitude, dans un très grand émoi, ainsi de suite. Il y a des formules sur le plan humain, souvent pour sortir ces âmes-là, ces êtres-là, de leurs conditions. Nous appelons ça l'exorcisme. Alors, ces êtres-là peuvent être aidés à ressortir de leur plan, mais souvent, c'est très difficile selon les conditions. Donc, dans ces fantômes, dans ces ectoplasmes, il n'y a pas d'esprit? Non, il n'y a pas d'esprit, c'est simplement dans la mémoire. L'esprit dans le mort. Le mort est mémoire. Le mort est mémoire. Nous avons de la difficulté à comprendre que la mémoire se personnifie. Nous avons de la difficulté à réaliser que la mémoire est une réalité en elle-même,
que la mémoire a sa forme, contient ses formes, maintient ses formes, mais ne crée jamais de forme. Nous ne sommes pas capables de réaliser, de comprendre qu'est-ce que c'est de la mémoire. Nous savons qu'est-ce que c'est de la mémoire en tant que phénomène. Tous les hommes savent qu'est-ce que c'est de la mémoire, mais nous ne connaissons pas la mécanique de la mémoire, nous ne connaissons pas les lois de la mémoire parce que nous n'avons jamais discuté des lois de la mémoire avec l'esprit. Nous n'avons que subi l'impression de la mémoire sur notre cerveau et nous en avons été pendant des siècles et des siècles esclaves et victimes. Est-ce qu'un égrégore, c'est la même chose? Un égrégore, c'est le résultat accumulatif d'une mémoire. Par exemple, autour de la Terre, aujourd'hui, il y a un égrégore énorme qui se forme. D'ailleurs, c'est cet égrégore qui probablement déclenchera un troisième conflit mondial, s'il doit y en avoir un, parce que toutes les émotions, toute la mémoire, Vous saviez, si l'homme pouvait se voir, non pas à travers ses sens, mais à travers d'autres sens plus subtils, il verrait que chaque fois qu'il fait un mouvement, chaque fois qu'il est en action, chaque instantané qu'il est en vie, tout ceci monte. Il y a une montée d'énergie. Et les hindous ont un nom pour ça. Et il y a une montée d'énergie et cette énergie devient de la mémoire. Et cette mémoire, elle dure, elle demeure. Si vous créez une mauvaise action, si vous faites quelque chose de mauvais, si vous êtes destructif, c'est enregistré. Si vous faites quelque chose de bon, c'est enregistré. Rien ne se perd, tout est maintenu. Mais le problème, c'est que l'homme, un jour, doit être libre de la mémoire. Autrement dit, il doit être libre de l'expérience de l'âme à travers son ego. Et tant que l'homme ne sera pas libre de l'expérience de l'âme à travers son ego, il ne sera pas intelligent. Il aura peut-être un grand intellect, mais il ne sera pas intelligent. Il y a une grande différence entre avoir 3 doctorats et être intelligent. Bon, je continue si vous avez perdu le fil. Si nous regardons l'évolution ancienne de l'humanité, l'homme a passé par des phases. Et la dernière évolution de l'homme, l'évolution des races indo-européennes, a mené au développement de ce que nous appelons aujourd'hui l'intellect. Et l'intellect aujourd'hui est très très bien développé, tel que nous le voyons à travers nos sciences. Mais ce n'est pas fini. L'homme, maintenant, doit perdre l'intellect. Il doit perdre la mémoire pour développer l'intelligence. L'intelligence n'a jamais existé sur la Terre. C'est un nouveau cycle d'évolution. Il y a une grande différence entre l'intellect et l'intelligence. L'intelligence n'appartient pas à l'homme, l'intellect appartient à l'ego. L'intelligence, elle est cosmique, l'intellect est planétaire. L'intellect, il est mémoire. L'intelligence est instantanée, elle crée. Donc, l'homme passe à une nouvelle étape d'évolution, qui est l'évolution, en contradistinction avec l'involution, et c'est pourquoi les hommes dans le monde qui vivront l'évolution se verront enlever leur mémoire subjective et leur intellect pour recouvrer autre chose qui est l'intelligence universelle. Mais nous utilisons des mots pour nous façonner des idées, et les idées que nous nous façonnons deviennent pour nous de la mémoire. Lorsqu'en fait, nous ne devrions jamais façonner des idées, nous devrions simplement en créer. Un homme qui crée des idées ne pense pas à ce qu'il crée, il les crée. Tandis qu'un homme qui façonne des idées pense à ses idées. Et aussitôt qu'on pense à une idée, bon, on l'emmagasine, elle devient de la mémoire, elle entraîne d'autres idées. Il y a un processus d'enchaînement qui se fait. Et avec les siècles, nous avons une philosophie, une civilisation, une religion, une théologie, ainsi de suite. Et qui, éventuellement, en bénéficie? Pas l'individu, pas l'ego. Les hiérarchies, les organisations, les églises, les gouvernements. Ce ne sont pas les individus qui bénéficient de l'accumulation extensive, presque infinie des idées. Ce sont toujours les peuples, les nations, les cultures, les religions, les grands systèmes. Mais dans la nouvelle évolution, c'est l'homme qui doit bénéficier de la vie, c'est l'homme qui doit bénéficier de ce qu'il crée, pour que, éventuellement, une autre forme de société, une autre forme de culture, de nation, de gouvernement s'établisse sur la Terre en fonction de la créativité d'un individu et non en fonction de l'accumulation infinie de la mémoire humaine planétaire. Mais tout est structuré à partir d'en haut jusqu'en bas, puisque le corps physique est structuré de cellules matérielles, le corps éthérique est aussi structuré sur certains principes vitaux, le corps astral de l'âme est aussi structuré. Pourquoi vous voudriez qu'on renonce à ces structures qui font que les choses sont ce qu'elles sont?
Je ne parle pas de renoncement. Je ne suis pas un mystique, moi. Je n'ai jamais parlé de renoncement. Ce sont les hommes qui parlent de renoncement. Il ne s'agit pas de renoncer à rien. Il s'agit de bien comprendre ce qu'on fait. Et d'éliminer certains corps, le corps L'homme ne astral. peut pas éliminer rien. Ce sont les forces de l'esprit qui éliminent. Ce n'est pas l'homme. L'ego n'est pas capable de rien éliminer en lui. Comment voulez-vous vous sortir d'un marasme quand vous êtes pris dedans? Essayez de vous sortir d'un quicksand. Vous n'êtes pas capable? Ça vous prend une branche? La branche, c'est l'esprit. De sable mouvant. Oui. Essayez de vous sortir d'un sable mouvant. Vous n'êtes pas capable seul. Ça vous prend quelque chose de l'extérieur de vous, à vous. C'est la même chose avec l'homme. L'homme a besoin du contact avec son intelligence, avec l'intelligence. L'intelligence, c'est l'esprit. L'esprit est intelligence. Comment se fait-il qu'on soit tombé si bas? Nous sommes tombés si bas parce que nous devions développer les principes inférieurs pour que, éventuellement, nous puissions utiliser les principes supérieurs. Si vous voulez construire un édifice et vivre en haut dans le penthouse, il faut quand même que vous ayez une fondation. C'est bien normal. Alors l'homme devait développer les principes inférieurs, le matériel, l'éthérique, l'astral, le mental inférieur, et maintenant il est prêt au mental supérieur. Et Oui. ça, c'est la nouvelle évolution. Parlez-moi du mental. On a vu là, le corps physique, éthérique, astral, mental. En quoi consiste-t-il? Le mental n'est pas parfait chez l'homme, parce que le mental est conditionné par l'émotion. Aussitôt que l'homme a une pensée subjective, qu'il a une pensée, il a de l'émotion dans la pensée. C'est seulement dans les mathématiques qu'il n'y a pas d'émotion. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la science est devenue si forte. Mais même s'il n'y a pas d'émotion dans les mathématiques, il y a suffisamment d'émotion dans l'homme pour que la mathématique devienne destructive. C'est toujours le même principe. Alors, il n'y a pas... Chez l'homme, il y a de l'émotion, et l'émotion, son astralité se mélange à sa mentalité inférieure. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas capable de savoir. Il est obligé de chercher, de chercher, de chercher. L'homme ne devrait pas chercher à l'extérieur de lui-même. L'homme devrait savoir par lui-même. Mais pour qu'il sache par lui-même, il faut qu'il ait accès à un autre plan, qui est le mental supérieur, qui est le plan, appelez ça comme vous voulez, la conscience supramentale, la supraconscience, la conscience du surhomme de demain, appelez ça comme vous voulez, ce sont des mots, moi je me fous des mots. L'homme doit un jour être en communication télépathique avec des plans qui sont totalement intelligents, c'est-à-dire des plans qui sont totalement en dehors du régime de l'âme. Autrement dit, en dehors du pouvoir de l'âme, en dehors du pouvoir de la mémoire de l'âme, en dehors du pouvoir planétaire de la mémoire de l'âme, pour que l'homme ait accès à la science mentale. La science mentale qui, éventuellement, se ramifiera et qui créera sur le plan matériel une civilisation d'un autre ordre. Mais tant que l'homme n'aura pas accès à cette intelligence, à ce plan mental supérieur qui est le plan où se situe son esprit dans son double, l'homme ne pourra jamais rien savoir. Il sera obligé d'écouter les autres, il sera obligé de lire les livres des autres, il sera obligé d'écouter les opinions des autres, subir les influences des autres, sans parler des influences qui sont à l'intérieur de lui-même à travers son corps astral. Le plan mental est-il aussi structuré que tous les autres plans? Tous les plans sont structurés. Est-il aussi pollué que tous les autres plans sont pollués? Non, le plan mental supérieur n'est pas pollué parce qu'il n'est pas sous le contrôle de l'ego. Il est sous le contrôle de l'esprit, il n'est pas sous le contrôle de l'âme. L'âme n'a aucun pouvoir sur le plan mental supérieur. Mais comme à chacun des plans, comme sur le plan physique, on peut avoir une maladie physique, comme sur le plan éthérique, on peut avoir une maladie vitale, comme sur le plan astral, on peut avoir une maladie psychologique, est-ce qu'il n'y a pas des maladies sur le plan mental? Non, parce que c'est un plan cosmique, ce n'est pas un plan planétaire. La maladie, elle existe sur la Terre parce que l'homme, dans sa conscience inférieure, autrement dit à l'intérieur de ses plans subtils inférieurs, est régi par des lois planétaires. Alors, le corps humain matériel est régi par des lois planétaires qui naissent souvent de l'émotion. Le double éthérique, c'est la même chose. Le corps astral, c'est la même chose. Le plan mental inférieur, c'est la même chose. L'homme est régi planétairement. L'homme est régi. L'homme, mais oui. L'homme a l'impression d'avoir un libre arbitre. S'il fallait que l'homme n'ait pas été donné l'impression d'avoir un libre arbitre, il ne pourrait pas vivre sur la Terre. Alors, on a infusé dans son esprit l'idée qu'il a un libre arbitre. Il est content. Mais pourtant, il n'y a pas de libre arbitre. Si vous aviez un libre arbitre, vous n'auriez pas d'accident quand vous allez au coin de telle rue. Hein? Si vous aviez un libre arbitre, vous ne pourriez pas avoir d'accident au coin de telle rue. Il n'y aura pas une brique qui vous tomberait sur la tête quand vous passez en dessous d'un building. Si vous aviez un libre arbitre. C'est ça, l'illusion de l'homme. L'homme a l'illusion d'avoir un libre arbitre, et cette illusion, elle est bonne, et elle est nécessaire, mais elle sera criblée, cette illusion, quand l'homme entrera dans l'évolution. Parce que le libre arbitre, c'est quoi, dans le fond? C'est
ce qui a été donné à l'homme pour le munir d'une intention venant de plans astraux pour qu'il puisse, sur le plan matériel, bien vivre. Sinon, l'homme n'aurait jamais pu vivre sur le plan matériel. Pour que l'homme ne vive plus de libre arbitre, pour que l'homme soit libre, il y a une différence entre être libre et ne pas avoir de libre arbitre. On est libre quand on n'a plus de libre arbitre. Quand on a un libre arbitre, on n'est pas libre, on est planétaire. Et lorsque l'homme sera libre, il ne sera plus intéressé à avoir de libre arbitre. Mais il ne sera plus planétaire aussi. Il ne sera plus planétaire, non. Il sera cosmique. C'est-à-dire qu'il ne sera plus régi par les lois de l'âme, il sera régi par les lois de l'esprit. Donc, il n'y aura plus de corps physique. Éventuellement, il pourra se dissocier à volonté de son corps physique. Il mourra quand lui veut, pas quand l'âme le décide. Ou quand quelqu'un de l'autre bord décide de tirer les cordes, les ficelles. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de mourir quand on veut de l'autre côté qu'on meurt. L'homme doit mourir quand lui veut. Et si l'homme a un libre arbitre sur la Terre, vous dites qu'il est soumis à Vous savez, un contrôle. je m'excuse si je veux simplement faire une petite insertion. Que l'on trouve difficile de voir ou d'accepter ou de prendre en considération certains concepts, ça va, ça c'est compréhensible. Mais que nous regardions dans l'histoire, dans le fin fond de l'histoire, et que nous regardions des figures aussi charismatiques que le Nazaréen, dont nous parlons tous les jours, dont nous bavons à tous les jours, et que nous regardions ce que cet homme a pu faire sur le plan matériel, autrement dit, en arriver à contrôler son corps matériel pour le dématérialiser, et que nous ne réalisions pas que ceci faisait partie du pouvoir de l'homme, mais ceci fait partie du pouvoir de l'homme de l'évolution et non de l'involution. Donc, ce que le Nazaréen a fait devra un jour, au cours des générations de l'homme, être fait, parce que ça fait partie de l'évolution. C'est normal. L'homme, un jour, doit vaincre les portes de la mort. L'homme, un jour, doit contrôler l'énergie en lui qui a supériorité vibratoire sur la conscience mentale, astrale, éthérique et vitant. Et ça, c'est l'homme cosmique. Que vous nous donniez tout de suite une clé qui peut être applicable aujourd'hui, maintenant, pour arriver à ça. La plus grande clé, c'est de réaliser. L'homme doit réaliser que ce n'est pas lui qui pense. Ça, c'est la plus grande des clés. C'est la clé de fondation. C'est la clé de base de la nouvelle évolution. Tant que l'homme ne réalisera pas que ce n'est pas lui qui pense, tant qu'il sera gêné de se parler dans sa tête avec quelqu'un qui est lui-même, parce qu'il faut s'ajuster, parce qu'on est gêné, on se regarde dans un miroir. Tant que l'homme ne sera pas capable d'ajuster son corps mental à cette énergie, il ne pourra pas prendre conscience de son intelligence et il ne pourra pas prendre conscience du fait que l'intelligence et la connaissance sont deux expériences totalement différentes. Mais il faut que l'homme réalise, sache que ce n'est pas lui qui pense. Il faut que l'homme, sur le plan humain subjectif, réalise un jour, d'une façon absolue, que ce n'est pas lui qui pense. Et quand il aura commencé à réaliser ceci, là, il commencera à réaliser que peut-être il est en communication avec des entités qui sont dans l'astral. Et un jour, il en viendra à les clairer, eux autres aussi, ces entités, pour un jour n'être qu'en communication avec son propre esprit. À ce moment-là, l'homme sera dans son intelligence et ses corps subtils changeront de vibration et la mutation commencera automatiquement. Est-ce de cela dont le Christ parlait quand il disait toujours « Mon Père qui est au ciel ». Mon Père. Ça. Mon Père qui est au ciel. Alors, l'homme a une configuration sidérale, il a une configuration solaire, et l'homme doit un jour en arriver à confronter sa configuration sidérale et mettre de côté complètement sa configuration planétaire. Sinon, l'homme ne pourra jamais sortir de la situation ordurière d'aujourd'hui. Donc, automatiquement, l'accumulation de ce que vous appelez les égrégores se fera de plus en plus. Éventuellement, ce qui sera lancé en haut devra lui retomber sur les épaules. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. L'histoire des cycles interminables de guerre et de tuerie et de destruction. Quand l'homme s'habitue graduellement à parler avec lui-même, avec une voix en dedans de lui-même, qu'est-ce qui lui dit que ce n'est pas une manipulation justement du niveau mental? Il y a des règles. Vous savez, j'ai déjà dit, en tout cas je l'ai dit à mes séminaires, je dis, ne croyez jamais
Alors, ce n'est pas parce qu'on vous parle dans votre tête qu'il faut croire ce qu'on vous dit. Alors, si l'homme apprend la première règle du jeu cosmique, de ne jamais croire ce qu'il reçoit dans la tête, d'écouter, et si ça lui convient, à ce moment-là, ça va. Mais de ne jamais croire, parce que croire, ça a été l'outil le plus abominable qui a été donné à l'homme dans l'évolution pour assujettir son intelligence. C'est par la croyance qu'on a divisé les nations. C'est par la croyance qu'on a divisé les peuples. C'est par la croyance qu'on a divisé les individus. C'est par la croyance que l'homme a perdu son intelligence. L'homme ne peut pas se permettre de croire. Mais ne pas croire, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire nier. Ça veut dire ne pas s'assujettir à une autre intelligence. Moi, je peux parler avec vous, mais ce n'est pas parce que je parle avec vous que vous êtes obligé de croire ce que je dis. Mais que faire des trois grandes vertus théologales de Dieu, la foi, l'espérance et la charité? Les vertus théologiques font partie de l'évolution. Il y a du matériel qui a été donné à l'homme durant l'évolution pour le sortir des états primals de sa conscience animale. Donc, il y a eu dans l'évolution des règles qui étaient essentielles et nécessaires à l'homme. La religion sur la Terre, c'est la politique cosmique. Donc, l'homme a été donné des règles pour vivre de mieux en mieux afin de se former une civilisation qui puisse lui permettre de continuer la procréation de sa race. Mais vient un jour où c'est fini. Prenez les modes. Si vous portez des vêtements qui ont été faits en 1948, aujourd'hui, il est évident que les vêtements dans ce temps-là ne conviennent plus à aujourd'hui. C'est la même chose avec les religions et les philosophies. L'homme ne peut pas comprendre que ce qui a été donné dans le passé n'est pas absolu. C'est relatif à son temps, c'est relatif à sa culture. Il y a des sciences théologiques, des sciences philosophiques religieuses qui ont été données à certains peuples, les Chinois, les Japonais, parce que ça convenait à l'organisation psychologique de leur mémoire. Ça convenait à l'organisation planétaire de leur psychisme. Ça convenait à leur âme, ça convenait à l'âme du peuple. Mais dans le monde occidental, en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, on a une autre information, une autre forme a été donnée pour ces humanités. Et c'est la même chose. Mais l'homme, un jour, doit aller au-delà de la relativité historique des données anciennes pour entrer dans la conscience universelle d'un temps ou d'un moment présent qui ne peut être réalisé par l'homme qu'à travers son intelligence et non à travers sa mémoire. Voulez-vous dire qu'il faudrait vivre tout nu? Tout nu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas de vêtements historiques d'une époque ou d'une autre, ou d'une école ou d'une civilisation. L'homme, un jour, n'aura plus de mémoire, mon cher Richard. Il n'y en aura plus. L'homme n'a pas besoin de mémoire, l'homme n'a pas besoin de penser pour être. Quand Descartes a dit « je pense donc je suis », ça faisait partie de la conscience involutive, scientifique, philosophique de ce temps-là. L'homme n'a pas besoin de penser pour être, il peut parler avec pour le réaliser. C'est la même chose dans le domaine de la conjugation spirituelle que vous appelez la prière. Si un homme qui est dans le mental supérieur se met à prier et communiquer avec ces êtres-là, on va lui dire « parle donc comme du monde ». Au lieu de te servir d'une formule, on va dire « parle donc, parle-nous ». Mais ça fait partie de l'évolution de l'homme. Dans le passé, la prière était importante, elle est encore très importante aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a été fait dans le passé de l'humanité était essentiel, était bon, était grand. Mais que nous passons à un nouveau stage d'évolution, qui est une mutation. Et l'homme, ce n'est pas l'homme qui va se muter, l'homme sera muté. Les forces créatives qui ont dirigé l'évolution de la planète, qui ont créé sur le plan matériel des races, ce sont ces forces qui dirigent l'évolution, ce n'est pas l'homme. L'homme a muté après la destruction de l'Atlantide, l'homme a muté après la destruction de la Lémurie, et l'homme vivra la mutation après la destruction de la cinquième sous-race, qui est notre civilisation indo-européenne. Il y aura mutation. Et lorsqu'il y aura mutation, l'homme comprendra qu'effectivement, il ne peut plus vivre dans un autre quartier. Il ne peut plus vivre dans un autre âge, comme il a vécu dans l'âge ancien. Mais ce n'est pas parce qu'il vit dans un autre âge qu'il ne doit pas comprendre et qu'il doit rejeter l'âge ancien. Mais il est
au-dessus de l'âge ancien. Il ne vit plus de la mémoire de l'âge ancien. Il est dans son intelligence. Autrement dit, il est sur le plan mental supérieur. C'est ça, la conscience supramentale ou la pensée supramentale. Vous savez, vous me rappelez une histoire très ancienne dans la Bible, l'histoire du paradis terrestre où l'homme était en relation étroite avec son Créateur. Il semblait communiquer directement avec le Créateur. C'est seulement lorsqu'il a mangé les fruits de l'arbre du bien et du mal qu'on l'a chassé du paradis terrestre, car c'est pas lui qui s'est chassé du paradis terrestre. Oui. Même chose. Symboliquement, c'est ceci. Lorsque l'homme a été intéressé à la connaissance, lorsque l'homme a commencé à astraliser son intelligence, il a perdu le contact cosmique. En perdant le contact cosmique, il a perdu la vision de l'éther. Donc, il a perdu la vision de ce que vous appelez le paradis terrestre, parce que le paradis terrestre, c'est l'éthérique. Et en perdant la vision de l'éthérique, automatiquement, ses sens se sont développés, se sont surdéveloppés, et il n'a plus conscience que de la terre, de la matière solide. Donc, il a perdu contact avec l'intelligence et il a commencé à chercher la connaissance. Et il cherche encore aujourd'hui la connaissance, jusqu'à ce qu'un nouveau cycle commence où le renversement se fasse chez l'homme et qu'il lui soit montré, qu'il lui soit démontré par ses mêmes forces qu'il n'a pas à chercher la connaissance, que tout est en lui, que tout fait partie du contact entre lui et ses intelligences qui font partie du domaine de l'esprit, auquel lui a accès parce qu'il est esprit. Mais pourquoi dit-on que l'homme, Adam et Ève, ont été chassés du paradis par Dieu qui les a chassés? Bon, on dit chasser parce qu'on emploie des mots, il y a beaucoup d'émotions. Écoutez, il y a de la parabole, on a été obligé de manufacturer suffisamment d'émotions pour garder en laisse des milliers et des milliers d'individus pendant des siècles. Mais quand on dit qu'ils ont été chassés, ça veut dire que le contact entre ces êtres-là et la source, autrement dit le plan mental supérieur, a été sévéré. Et quand le contact a été sévéré, ça a été final. La vue a été coupée, ils n'ont plus rien vu. Ils ont été obligés de commencer à travailler comme on travaille aujourd'hui. Autrement dit, ils ont été assujettis aux lois planétaires, aux lois de vivre selon les lois cosmiques. Tantôt, vous nous avez laissé entendre que lors de la destruction du continent de Lémurie, l'homme a passé un seuil. Lorsqu'il y a eu la destruction de l'Atlantide, il a encore passé un autre seuil. Voulez-vous dire que bientôt, il y aura encore une destruction planétaire, physique, matérielle? Il y aura de grands changements. Je ne veux pas employer le terme destruction parce qu'il y a trop d'émotions dedans. Ça génère trop d'émotions. Mais il y aura effectivement de très grands changements sur le plan humain, à l'intérieur de la vie humaine, sur la Terre. Et nous n'avons pas commencé encore à vivre ces changements. C'est de ça dont on parle quand on dit dans la Bible, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Tout va être modifié complètement. Oui. On n'aura pas plus le souvenir de maintenant que nous en avons un souvenir de l'Atlantide. Non, l'homme perdra la mémoire parce que le choc sera trop grand. Ce choc sera provoqué par qui, puisque vous dites que c'est de l'extérieur que ce choc Le choc sera provoqué par les lois de retour. L'homme a accumulé tellement d'énergie négative que cette énergie reviendra à travers son corps astral. Parce que l'homme porte en lui le fruit de son propre malheur, il porte en lui le fruit de sa propre inaction. L'homme, quand je parle de l'homme en tant qu'humanité, porte en lui ce qui a été créé dans le passé, ce qui a été accumulé pendant des siècles. Et un jour, l'homme, sous le poids de cette énergie dans son astralité, sera obligé de vivre les lois de l'astralité. Donc, il y aura ce qui se produira. Concrètement? Non. Non, je ne parlerai pas concrètement, parce que concrètement, c'est faire de la prophétie. Faire de la prophétie, c'est encore soulever de l'émotion dans l'homme. Mon travail dans le monde aujourd'hui n'est pas de soulever de l'émotion dans l'homme, mais de faire comprendre à l'homme les lois de l'émotion. Je n'ai aucun intérêt personnel à faire de la prophétie. Mais je peux dire que les lois de l'homme, les lois cosmiques, les lois planétaires sont intégrales et sont intégrées. Et l'homme, un jour, devra revivre le karma mondial. Il est évident, vous ne pouvez pas créer quelque chose inconsciemment ou inventer selon les lois de la mémoire et ne pas subir le choc en retour. D'ailleurs, l'histoire le prouve. L'homme nouveau serait-il celui qui sera créateur, qui sera libéré des formes, que ce soit religieuses, politiques, économiques, etc.? Oui, l'homme nouveau sera libéré des formes à tous les niveaux. Il fera partie du gouvernement invisible. Il sera en contact avec des intelligences qui font partie d'autres civilisations. Il aura accès à des endroits sur la Terre qui seront totalement sous son contrôle. Il sera totalement intouchable. Il n'y aura aucun gouvernement qui pourra avoir accès à lui. L'homme nouveau sera régi par des lois cosmiques. Il aura le contrôle total de la matière.
Et il ne fera absolument rien pour arriver à ce stage d'évolution. Ce stage d'évolution qu'on sera en accord avec l'évolution de son propre esprit, et les hommes aujourd'hui qui sont dans le monde, dans différentes nations et qui commencent à vivre la mutation, sont ces hommes qui seront régis par ces forces-là, parce que ces forces-là font partie d'eux. Font partie d'eux. Pour les gens de la Ville de Québec qui sont ici dans la salle ce soir, ils se demandent un peu si Bernard n'est pas déjà un représentant de cette C'est catégorie sans d'êtres. importance que je sois un représentant de ça ou que je fasse partie de ça. C'est encore de l'émotion. Ce qui est important, c'est que nous, les hommes, nous puissions comprendre ce qui se passe dans le monde sur le plan de l'homme. L'homme doit comprendre qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est sa pensée. Je suis en train d'écrire un livre présentement dans le domaine de la pensée. Je le fais en anglais parce que c'est une autre vibration. Mais peut-être que je le ferai traduire. Mais je m'aperçois que c'est infini. Il n'y a pas de fait. Quand l'homme écrit avec l'énergie de l'intelligence et qu'il scrute le domaine de l'âme et le domaine de l'esprit, le domaine de la pensée, il découvre des choses qui sont absolument époustouflantes concernant la construction mécanique des corps physiques, la construction lumineuse du double, la construction lumineuse du corps astral, du corps mental, toutes les lois, c'est absolument époustouflant. Et l'homme, un jour, doit comprendre ceci. L'homme, un jour, doit réaliser qu'il est beaucoup plus grand qu'il a l'impression d'être. Il doit réaliser qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il a l'impression d'être. Il doit réaliser que l'intelligence, elle est en lui, mais elle est bloquée par des concepts, par de la mémoire, par les forces de l'âme qui veulent le garder dans l'évolution pour qu'il puisse retourner au monde de la mort. Ça fait partie des lois de la vie sur la Terre, aujourd'hui. Retourner au monde de la mort. Oui, l'homme doit retourner au monde de la mort, parce que le monde de la mort, c'est un monde qui sert constamment à renouveler sur la Terre la mémoire antique de l'humanité. De là, les cycles. Les êtres qui sont dans le monde de la mort, si jamais vous parlez avec des morts, ou si jamais vous allez en astral consciemment, suffisamment consciemment en astral, et que vous parlez avec ces êtres-là, vous verrez qu'ils sont voués à vouloir retourner dans la matière. Ils veulent retourner dans la matière. C'est leur plus grand désir de retourner dans la matière. Pourquoi? Parce que c'est dans la matière que l'expérience elle est vécue, et c'est dans la matière que l'expérience sert éventuellement à nourrir d'autres forces qui sont dans l'astral. C'est un cercle. Et un jour, le monde de la mort doit être totalement rompu. L'homme doit un jour en arriver à immortaliser son corps matériel pour vivre au niveau de l'éther. Ce que certains, ou les ésotériques, ce que nous avons appelé dans le passé le paradis terrestre. Pas le ciel. Il y a une différence entre le ciel et le paradis terrestre. Le ciel, c'est l'astral. Moi, je ne voudrais jamais aller au ciel. Mais je veux bien aller dans le paradis terrestre, autrement dit, dans cette dimension qui est éthérique, mais qui fait partie de la terre, qui fait partie de la lumière de la terre, qui a sa propre conscience, ses propres lois, et où la mort n'existe pas. Alors, aller dans le ciel, c'est une joke. On va se laisser là-dessus, on va aller prendre une pause. Mais ça montre jusqu'à quel point les mots soulèvent en nous de l'émotion qui retardent la compréhension des lois de l'évolution de l'homme. Tout le monde va aller au ciel. Alors tout le monde se perd pour revenir sur la terre.